est 20h à Lambaréné, c'est au Gabon. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal du soir de ce 19 septembre 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision au sommaire. Après plus de 4 années de conflit dans les parties anglophones du Cameroun, le gouvernement piloté par le docteur Joseph John Ngouté a entrepris de redonner vie de ce côté à travers la mise sur pied d'un plan de reconstruction validé lors du grand dialogue national organisé entre fin septembre et début octobre 2019. C'est dans ce cadre que le Japon a apporté son soutien à travers une convention signée en milieu de semaine en présence de plusieurs autorités gouvernementales et l'ambassadeur du Japon au Cameroun. 24 heures, c'est le temps qu'il faudra désormais à partir du mois de mars 2021 à la République du Cameroun pour établir un passeport. Du moins, c'est ce qui avait été validé le 17 septembre 2020 à Yaoundé lors de la signature du contrat entre le patron de la délégation générale à la sûreté nationale Martin Balgangele et Labino Karieti, président directeur général du groupe INCM Ogenti. Rendu à 10 jours de la date fatidique, rien n'a été dit à ce sujet par les concernés. Au Nigeria, les familles des victimes du rafle de mardi dernier dans la nuit, dans un pensionnat à Kangara, sont en pleurs et demandent au gouvernement de tout faire pour ramener leurs proches. Les forces de sécurité qui sont sur leur trace espèrent dénicher les brigands de leur cachette. Madame, monsieur, voilà pour quelques titres qui seront développés dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Commençons ce journal par cette information de dernière minute. Le ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a signé un communiqué ce vendredi 19 février 2021 dans lequel il informe les jeunes Camerounais candidats aux divers concours d'entrée à l'école militaire interarmée de Yaoundé que la date limite de recevabilité des dossiers initialement fixé au 19 février 2021 est reporté au vendredi 26 février 2021 à 15h, délai de rigueur. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a signé hier, jeudi 18 février 2021, 2 décrets portant nomination de responsables dans la haute administration camerounaise. Le premier porte nomination de Robinson Bou Eno au poste de directeur général à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Et le deuxième nomme Madame Madeleine Limgemo Ondoa au poste d'ambassadeur de la République du Cameroun auprès du Grand-Duché de Luxembourg. Carole Noukwa revient sur les parcours respectifs des nouveaux promus. Un air nouveau souffle à la tête de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en obstétrique et gynécologie à l'université de Yaoundé 1, le professeur Mbou Robinson était avant sa nomination obstétricien, gynécologue et chef d'unité de la maternité de l'hôpital central de Yaoundé depuis 2010. Tout au long de sa carrière, il a reçu de nombreux prix et subventions pour son travail. Son expérience internationale comprend divers programmes, contributions et participations dans différents pays pour différents domaines d'études. Au regard de ce parcours, on comprend que le professeur Mbou, qui vient en remplacement du professeur Angwafo III Fro Mbouchi, appelé à de nouvelles fonctions de président du Conseil régional du Nord-Ouest, a roulé sa bosse dans le domaine de la santé, ce qui lui a sans doute valu cette attention particulière du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Il faut par ailleurs rappeler que l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé est l'un des fruits de la coopération sino-camerounaise, mais surtout de la volonté du gouvernement camerounais et chinois à améliorer de manière significative le système de prestation des soins en faveur de la femme, la mère et de l'enfant au Cameroun. Le second décret signé le jeudi 18 février 2021 par le président de la République porte nomination de Madeleine Lingemo Ondoa au poste d'ambassadeur de la République du Cameroun auprès du Grand-Duché de Luxembourg avec résidence à La Haye aux Pays-Bas. Avant sa nomination, elle était déjà ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun aux Pays-Bas depuis le 11 septembre 2020. Diplômée de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, Madeleine Lingemo décroche en 2005 un doctorat dans cette école. Suivra ensuite un brillant parcours au ministère camerounais des Relations extérieures. Premier conseiller à l'ambassade du Cameroun à Berne dans la Confédération helvétique, Madeleine Lingemo Ondoa a des soucis dans sa carrière.
Elle est rappelée à Yaoundé en 2019 pour répondre à une enquête sur les activités de la brigade anti-Sardinat, un mouvement d'activistes camerounais hostiles au régime du président Paul Biya qui ont eu accès aux documents confidentiels sur les déplacements du chef de l'État. Un an après cet événement qui a failli porter un coup à sa carrière, elle est nommée le 11 septembre 2020 comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux Pays-Bas. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon vent aux nouveaux promus. Le directeur général des impôts était en visite de travail de 4 jours dans la ville de Douala. Modeste Mopa Fatouin s'est rendu dans la capitale économique du Cameroun du mardi 16 au vendredi 19 février 2021 pour débattre sur des grandes questions liées à la fiscalité dans un contexte de dématérialisation. Liliane Foguen revient sur les retombées de cette visite dans ce reportage. Ils étaient au total 250 grandes entreprises à prendre part à une réunion de concertation présidée par le directeur général des impôts en présence des autres groupements socio-professionnels tels que le MECAM, le SIDUSTRICAM, le GFBC, le GPP, le GPC, le AMSCAM, CCIA, à Douala, capitale économique du Cameroun. Ces échanges, qui portaient sur les réformes fiscales et les innovations de la loi de finances 2021, ont permis à Modeste Mopa Fatouin et ses collaborateurs de présenter les enjeux des mesures de soutien dans la relance économique dans un contexte lié à la pandémie au nouveau coronavirus. Selon le directeur général des impôts, l'exonération va passer entre autres par la réduction de 30% à 28% du taux d'impôt sur les bénéfices au titre de l'année 2021 au profit des petites et moyennes entreprises, la suppression de la taxe à l'essieu au profit des transporteurs, l'exonération de l'impôt sur les sociétés au profit du secteur hôtelier, mais aussi la reconduction au titre de l'exercice 2021 de la suspension de la taxe de séjour afin d'améliorer le taux de fréquentation des établissements d'hébergement fortement impactés par cette crise sanitaire, la prorogation d'une année supplémentaire de la période de report des déficits fiscaux et des amortissements réputés différés au profit des entreprises relevant des secteurs directement affectés par la COVID-19 entre autres. Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures de promotion du secteur agricole, il est prévu le renforcement du régime fiscal de ce secteur à travers l'insertion dans la liste des exonérations de la TVA des intrants et équipements agricoles non visés, mais aussi la suppression des droits d'assises sur les produits cosmétiques produits localement afin de permettre à l'industrie locale de faire face à la concurrence des produits importés qui demeurent un facteur de dégradation de la balance commerciale. Les produits concernés par les droits d'assises, avec un taux de 25% à l'importation, sont entre autres le mobilier ou l'ouvrage en bois, certains produits alimentaires courants, produits localement à l'instar des savons, détergents, les cure-dents, les fleurs naturelles et artificielles. Les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche seront aussi soutenus. À propos de l'amélioration du climat des affaires, plusieurs mesures sont prévues à ce niveau. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un régime fiscal volontariste de promotion des start-up innovantes dans le domaine des TIC, la clarification du régime de territorialité de la TVA sur les prestations de services afin de préserver la compétitivité des entreprises camerounaises, la prorogation de 2 années supplémentaires de la période de report des déficits fiscaux au profit des établissements de crédit et des entreprises du portefeuille de l'État en restructuration. Reste à attendre que la mise en application de ces résolutions soit effective. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat et le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées ont signé une convention de partenariat mardi dernier à Yaoundé. Cette convention vise la réhabilitation des personnes handicapées. Daniel Mbebel. Créer des programmes et moyens d'accompagnement, ainsi que la capacité à pouvoir aller au contact des partenaires techniques et financiers pour mobiliser des moyens adéquats, afin que les personnes vivant avec un handicap puissent être également associées à la dynamique du rayonnement de l'entrepreneuriat social et économique. Tel était l'objectif de cette convention de partenariat avec le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, qui a été présidé par Achille Basilekeng III, ministre
des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, en présence de Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales. Au cours des échanges, Achille Basilekin III s'est dit qu'il reste persuadé à travers le dispositif de suivi-évaluation mis en place, aussi bien dans la recherche des financements pour les porteurs de projets que d'autres aspects pour lesquels des besoins existent, que prendra pleinement corps avec le ministre des Affaires sociales une certaine dynamique pour renforcer le développement inclusif au Cameroun. Avec un taux de 10% des handicapés sur les 25,22 millions d'habitants en 2018, selon les statistiques de la Banque mondiale, ces personnes vivent un véritable parcours de combattants, raison pour laquelle Alexandre Manga, directeur du Centre de réhabilitation des personnes handicapées, précise que cette signature de convention avec le gouvernement offre une égalité de chance à toutes les couches sociales du pays à ce qui concerne l'entrepreneuriat social et donnera la possibilité à certaines personnes handicapées, porteurs de projets importants, un moyen de réinsertion socio-économique. Cette opportunité permettra de lutter contre les injustices faites contre ces dernières et leur donneront une place importante dans la société, car celles-ci sont parfois stigmatisées, discriminées et mal perçues dans la société. Après plus de 4 années de conflit dans les partis anglophones du Cameroun, nous le disions, anti-hit, le gouvernement piloté par le docteur Joseph John Ngoté a entrepris de redonner vie de ce côté à travers la mise sur pied d'un plan de reconstruction validé lors du grand dialogue national organisé entre fin septembre et début octobre 2019. C'est dans ce cadre justement que le Japon a apporté son soutien à travers la signature d'une convention en milieu de semaine en présence de plusieurs autorités gouvernementales. Daniel Emebel, une fois de plus. Après plus de 4 ans de crise au nord-ouest et au sud-ouest, la reconstruction de certaines parties anglophones du Cameroun se pose avec beaucoup d'acuité au sein du gouvernement. C'est ainsi que le premier ministre chef du gouvernement camerounais, le docteur Joseph John Ngoté, au terme du grand dialogue national tenu entre fin septembre et début octobre 2019, a mis sur pied, fort des résolutions de cette grande messe, un plan de reconstruction adossé sur Paul Tasson, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ce plan de construction a été dévoilé le 5 décembre 2019 par le Premier ministre au cours d'une rencontre avec une quinzaine d'ambassadeurs, des représentants des organisations internationales et les partenaires au développement réunis à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Bien que le coût de cette reconstruction ne soit pas connu, la France, qui fait partie des grands partenaires du Cameroun, avait officiellement promis 62 millions d'euros, soit environ 40,3 milliards de francs CFA, issus du reliquat du contrat de désendettement et de développement. En attendant de joindre la parole à l'acte, le Japon s'est manifesté jeudi dernier à Yaoundé via Osawa Tsutomu, ambassadeur du Japon au Cameroun, à travers un accord de financement d'1,5 milliard de francs CFA signé par le Premier ministre chef du gouvernement avec la présence d'Alamine Ousmane Meh, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et Jean-Luc Stallon, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement. Ce soutien du gouvernement japonais, qui s'ajoute au plan présidentiel, s'oriente vers l'approvisionnement en eau potable et la construction des centres de santé dans le département du Fako, région du sud-ouest. Notons que le Japon est le premier partenaire du Cameroun à matérialiser son soutien au plan présidentiel pour le développement et la reconstruction de ces parties anglophones. Il est donc prévu la réhabilitation de 350 écoles, de 115 centres de santé, de 40 ponts, de 400 points d'eau, de 500 km de lignes électriques basse tension, de 600 km de routes rurales et de 12 000 maisons, sans compter environ 25 000 hectares de plantations. En attendant le déploiement des autres partenariats, cette démarche de reconstruction menée par Paul Tasson permettra certainement un retour à la vie des populations de ces régions du Cameroun.
24 heures, c'est le temps qu'il faudra désormais, et ce, à partir du mois de mars 2021, à la République du Cameroun pour établir le passeport. Du moins, c'est ce qui a été relevé le 17 septembre 2020 à Yaoundé lors de la signature du contrat entre le patron de la délégation générale à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, et Labino Karieti, président directeur général du groupe INCM au Gengti. Mais à 10 jours de la date fatidique, rien ne semble dit à ce sujet par les concernés. Carole Nekwa. Depuis quelques années au Cameroun, entrer en possession d'une pièce d'identité relève d'un véritable défi. Les services de délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports connaissent de fortes perturbations. Entre extorsion, arnaque et pénurie de talents, les autorités camerounaises évoquent moult raisons pour tenter d'expliquer les causes de ce profond malaise. C'est de plus en plus la croix et la bannière pour l'acquisition d'un passeport au Cameroun. Les difficultés sont bien présentes pour obtenir ce qui peut finalement être considéré comme un sésame. Et pourtant, la République du Cameroun, à travers son délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, avait paraphé le 17 septembre 2020 un contrat pour la mise à disposition du nouveau système de production des passeports avec Lambino Karieti, président directeur général du groupe allemand INCM Agency. Une production rapide de délivrance des passeports, soit 24 heures pour les résidents au Cameroun et 48 heures pour ceux de la diaspora. Une production qui devra digitaliser tout le système. En clair, la production du passeport au Cameroun va passer de l'impression au jet d'encre à une impression au laser. Cette opération de délivrance des passeports devrait entrer en vigueur au mois de mars 2021. Rendu à moins de 10 jours de la date fatidique, rien ne semble avoir été fait. Pourtant, au cours de la signature de l'accord, le PDG du consortium allemand avait annoncé la construction des centres d'accueil des citoyens dans les différentes villes du Cameroun et de l'application de paiement des services dans ces centres ultramodernes. Pas de cash, tout sera payé via les transactions en ligne. Où en sommes-nous aujourd'hui? Difficile de répondre. Que sont devenues les promesses faites par le délégué général à la Sûreté nationale? Pourquoi au Cameroun, les autorités administratives ont de la peine à respecter les promesses qu'elles font aux citoyens? Encore qu'avec l'expiration du contrat de l'entreprise française Thales Security System en 2019, on s'était cru sorti de l'auberge. Or que non, tout va de travers. Doit-on aussi créer un hashtag « Je veux mon passeport » pour que les autorités camerounaises se bougent comme ce fut le cas avec le mouvement « Je veux ma CNI » ? Pourquoi les autorités camerounaises ne communiquent-elles pas avec leurs concitoyens? On se souvient d'ailleurs que c'est après une semaine de protestation de citoyens en colère dans les médias, comme sur les réseaux sociaux, que les responsables de la police camerounaise sont finalement sortis de leurs réserves pour désamorcer une crise montante, celle de la raréfaction des cartes nationales d'identité dans les commissariats. Dans une conférence de presse tenue au mois de janvier dernier, le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale Dominique Baya s'était exercé à donner les raisons des retards et pénuries observés dans la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports. Par ailleurs, la police camerounaise avait multiplié les publications montrant des stocks de cartes nationales d'identité en attente de preneurs dans les commissariats. Pourtant, rendu dans certains commissariats, on est toujours confronté à la non-disponibilité des cartes nationales d'identité. Comment le secrétaire général à la délégation générale à la Sûreté nationale peut-il prétendre que les gens refusent volontairement de retirer leurs documents d'identité alors que certaines personnes se retrouvent en détention pour non-présentation de leurs précieux documents? Ces explications de M. Baya ont du mal à passer quand on connaît les difficultés sécuritaires auxquelles le Cameroun est confronté avec des contrôles qui se multiplient au quotidien. Face au silence assourdissant des responsables de la délégation générale à la Sûreté nationale, les Camerounais commencent à croire qu'il s'agit une fois de plus d'un miroir aux alouettes. Lutte contre la Covid-19, Emmanuel Macron a proposé à ses partenaires des pays les plus industrialisés de la planète qui se sont réunis virtuellement ce vendredi par vidéoconférence d'allouer 3 à 5% de leur dose de vaccins aux pays en développement, notamment en Afrique. Liliane Foggen nous en parle dans ce reportage. Une conférence virtuelle des 7 pays les plus industrialisés de la planète s'est tenue ce vendredi 19 février 2021. Ce grand rendez-vous international largement consacré à la crise sanitaire a été marqué par la première sortie du président des États-Unis Joe Biden. Emmanuel Macron, président de la République française, a participé à ce sommet avec pour ambition convaincre ses partenaires des pays les plus riches de réserver 3 ou 5% des doses de vaccins dont ils disposent pour permettre de lancer rapidement la vaccination dans les pays en développement. Car selon lui,
cela n'a aucun impact sur le rythme de la stratégie vaccinale dans les pays riches. Ça ne la ralentit pas d'un jour, compte tenu aujourd'hui de l'utilisation de la dose. À la veille du sommet, Emmanuel Macron a exprimé publiquement cette proposition dans une interview accordée au quotidien britannique Financial Times, dans laquelle il dénonce aussi les prix exorbitants auxquels sont vendus les vaccins aux pays africains. Du point de vue du chef de l'État français, la situation actuelle où l'on vaccine massivement dans une partie du monde et quasiment pas dans une autre est intolérable et même dangereuse, car lutter efficacement contre la Covid-19, c'est casser la courbe pandémique mondiale. Pour ce faire, il faut aussi mettre une très forte pression sur les grands laboratoires pharmaceutiques pour accroître la production de vaccins. Un appel qui fait écho à celui lancé par Antonio Guterres il y a 2 jours lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Selon le secrétaire général des Nations Unies, 75% de tous les vaccins de la Covid-19 ont été administrés dans 10 pays seulement, alors que 130 autres pays n'ont toujours rien reçu. Il a aussi échangé par exemple avec les membres du bureau de l'Union africaine mercredi dernier pour identifier les besoins sur le continent. L'une des consultations menées par le président Emmanuel Macron. Ont notamment participé à ces consultations en visioconférence les présidents égyptiens Abdel Fattah al-Sisi, le Sénégalais Macky Sall, Congolais Félix Tshisekedi et celui des Comores Azali Assoumani, mais également le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et John Kengasson, directeur pour l'Afrique des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Emmanuel Macron a su que la France a déjà réservé 5% de ses doses pour l'Afrique. Il a souligné qu'il s'agira soit de dons, soit de ventes à bas prix. Le président français, qui espère maintenant convaincre ses partenaires européens, mais aussi la Russie, la Chine et les États-Unis, d'espérer vivement que les États-Unis montrera un engagement plus important, y compris financier, dans le dispositif COVAX d'allocation de vaccins aux pays pauvres. Reste à savoir s'il sera suivi par ses partenaires. Le président français précise que la chancelière allemande, Angela Merkel, soutient pleinement son initiative. Le Sénégal a reçu dans la nuit de mercredi dernier le lot des premiers vaccins anti-Covid-19 du laboratoire chinois en provenance de la Chine. Un lot de 200 000 vaccins qui va servir à lancer une vaste campagne de vaccination de ce côté. Daniel Emebel nous en dit plus. Après avoir enregistré depuis le 2 mars 2020 32 099 cas positifs au coronavirus, dont 26 363 guérisons et 781 décès, Macky Sall, le président de la République du Sénégal, a reçu le premier stock de vaccins Sinopharm contre la Covid-19 pour son pays. Cette réception a été faite mercredi dernier aux environs de 21h30 à bord du vol Air Sénégal à l'aéroport de Dakar. C'était en présence de son ministre de la Santé et de l'Action sociale et de l'ambassadeur de la Chine au Sénégal. 200 000, c'est par ce nombre que le numéro 1 du Sénégal lancera sa campagne de lutte contre la Covid-19 le 23 février prochain. Les premiers bénéficiaires de cette campagne seront quelques 20 000 membres du personnel de santé et les plus de 60 ans présentant des comorbidités, soit 3% des 16 millions de Sénégalais. Ils seront suivis par les personnes atteintes de maladies chroniques et les plus de 60 ans sans comorbidité. Bien que le montant de transaction n'a pas été officiellement annoncé, le journal gouvernemental Le Soleil a indiqué qu'il s'agissait de 2,2 milliards de francs CFA, soit 3,3 millions d'euros. Le vaccin Sinopharm, qui revendique 79% d'efficacité, a déjà servi dans plusieurs pays africains, dont les Seychelles, le Zimbabwe et la Guinée équatoriale. Notons que Macky Sall a indiqué que son pays compte acquérir dans les semaines à venir environ 6,8 millions de doses de vaccins supplémentaires dans le cadre de la stratégie de vaccination de masse contre le nouveau coronavirus. Au Nigeria, des familles des victimes du RAF de mardi dernier, dans la nuit, dans un pensionnat de Kangara, sont en pleurs et demandent au gouvernement de tout faire pour leur amener leurs proches. Les forces de sécurité qui sont sur leur trace espèrent dénicher des brigands de leur cachette. Pendant ce temps en Algérie, après son retour d'Allemagne, où il était évacué pour des raisons de santé, le président Abdelmadjid Tebboune, dans une adresse à ses compatriotes hier jeudi à la télévision, a pris d'importantes décisions. Thierry Blanchassop pour les détails. Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie,
a en effet annoncé sa décision de dissoudre le Parlement et d'appeler à des élections anticipées dans une vidéo diffusée sur la chaîne Algeria 3. Le remaniement ministériel est également prévu dans les prochaines heures et il a décrété une grâce pour plusieurs dizaines de détenus du Irak, le grand mouvement de contestation qui a poussé à la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Il s'agit d'une trentaine de personnes pour lesquelles une décision de justice avait été rendue ainsi qu'à d'autres pour lesquelles aucun verdict n'avait été prononcé. C'est entre 55 et 60 personnes qui rejoindront ainsi leurs familles. Ce discours national qu'il a prononcé à la télévision et dans lequel il a dit ouvrir ses portes à la jeunesse coïncidait avec la journée nationale d'hommage aux martyrs de la guerre d'indépendance entre 1954 et 1962. Au Nigeria et à Kagara notamment, les familles des enfants victimes d'enlèvements avant-hier ont appelé le gouvernement à tout faire pour les secourir. Les forces de sécurité nigérianes ont par ailleurs traqué hier jeudi les hommes lourdement armés qui ont enlevé plus de 40 personnes dont 27 élèves et 3 enseignants dans un pensionnat du centre-ouest du pays dans la nuit de mardi à mercredi où un élève ayant réussi à échapper au rapt a témoigné des circonstances. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour libérer les élèves et leurs professeurs. Les bandits sont sous pression. Nos agents de sécurité les suivent à la trace. Nous espérons que les élèves seront très vite secourus, a déclaré Mohamed Sani Idriss, un des porte-parole du gouvernement local. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Donnons-nous rendez-vous demain quand il sera exactement 20 h sur la première télévision inclusive émettant depuis le Cameroun. Bonsoir.